Yo, oh, 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 yeah. Mbote na yo moto zana boyebi yango na ye poyo kabelanga luba. Heureux sommes-nous toujours de vous savoir aussi nombreux devant vos petits écrans à cette heure de la soirée, mesdames et messieurs, pour votre rendez-vous culturel, l'émission Pensée congolaise, qui est à l'honneur aujourd'hui de recevoir sur son plateau un invité de marque, un auteur aussi spécial. Il s'agit bien sûr de monsieur frère Masumbuko Munungi, et qui est frère mariste des écoles chrétiennes, qui vient avec cette publication intitulée Pouvoir et espoir en Afrique, 50 ans d'indépendance et après. Bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur Richard. Nous sommes donc ravis de vous recevoir sur ce plateau et bon, pour vous présenter aussi rapidement, nous prenons la 4e de couverture de ces livres où l'on dit que vous êtes membre de la congrégation de frères maristes des écoles depuis 1981 et puis vous êtes licencié en théologie et sciences humaines et en droit canonique. Vous êtes actuellement étudiant de 3e cycle en droit canonique à Saint-Augustine College d'Afrique du Sud, donc à Johannesburg. Et vous venez nous voir avec cette publication toute récente, elle a été publiée en 2012, que vous intitulez Pouvoir et espoir en Afrique. C'est un livre de plus de 200 pages, une écriture vraiment prolixe, publiée comme ça aux éditions L'Harmattan dans la collection Compte Rendu. Et donc, c'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Et donc, une première question, nous avons lu avec beaucoup de plaisir cet ouvrage, mais dites-nous, frère Masumbuko, le contexte de l'écriture de ce livre. Comment vous arrivez à publier cet ouvrage, mais qu'est-ce qui vous a réellement poussé à écrire sur le cinquantenaire des indépendances en Afrique? Eh bien, oui, j'ai commencé la rédaction de ce livre le 30 juin 2010 à Johannesburg. Et c'était dans le cadre de la célébration de 50 ans des indépendances africaines. Et ce qui m'a poussé à écrire, c'était vraiment de partager mon point de vue sur le passé cinquantenaire de l'Afrique, qui pour moi, comme je le dis dans le livre, s'est soldé par le chaos. Et j'étais poussé par le désir de partager cette passion pour l'Afrique, mais aussi cette foi et cette espérance en la prospérité de l'Afrique. Vous écrivez à la 13e page pour décrire votre ouvrage. Je vais vous lire ici un extrait. Cet ouvrage n'est pas un livre d'histoire, moins encore une anthologie de l'histoire politique de l'Afrique. Cela n'en est pas le but et nous n'en avons pas les moyens scientifiques. Et vous écrivez encore, ce n'est qu'un balbutiement, un essai de compréhension de ce qui est arrivé à l'Afrique en 50 ans d'indépendance et en même temps une tentative de voir plus loin que le présent et en tirer des leçons d'un passé chaotique. Vous insistez trop sur l'aspect chaotique de ce cinquantenaire des indépendances des États africains. Concrètement, pas ouvrage d'histoire, mais évidemment on retrouve des faits historiques. Pourquoi ce style vous a plus plu à aborder votre essai? J'ai pris le style qui est dans le livre pour atteindre le plus de personnes possible. Et je n'ai pas voulu faire un récit historique qui serait difficile à lire, mais aussi parce que je ne suis pas historien, mais j'ai voulu juste réfléchir. C'est pourquoi je l'appelle un essai de compréhension. Réfléchir sur le passé de l'Afrique, mais ne pas se limiter à ce chaos, à ce gâchis du passé, et jeter un regard d'espoir sur l'avenir de l'Afrique. Et donc le style qui est adopté dans ce livre-là, il est plutôt pédagogique. C'est pour aider les gens à comprendre ce qui est arrivé à l'Afrique et à ne pas s'arrêter là, mais à regarder vers l'avenir. D'accord. Venons donc au contenu de ce livre. Vous écrivez à la 16e page de ce livre, les blancs sont partis, les noirs sont restés et rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Comment vous décrivez tout ça? Rien de nouveau sur le soleil, effectivement, parce qu'en 60, lorsque les pays africains accédaient à l'indépendance, les Africains étaient convaincus que leurs frères, qui devenaient présidents, qui devenaient dirigeants, allaient cette fois-ci les conduire vers le bonheur, vers la prospérité. Et que donc les blancs, les mauvais, étaient remplacés par les bons, qui étaient leurs frères, leurs fils. Et ils ont déchanté assez tôt. Eh bien, les blancs ont été remplacés par des noirs, mais qui sont devenus peut-être pires que leurs maîtres blancs.
Vous n'y allez pas dans le dos de la cuillère pour écrire votre livre. Vous décrivez le cinquantenaire des indépendances comme ceci, à la page 22. 50 ans de capitalisme, de communisme, de socialisme scientifique, de marxisme-léninisme, 50 ans de misère, de paupérisation holistique, de déshumanisation, de corruption, de détournement, de répression, de torture, de tuerie, de détournement, d'assassinats politiques et même de génocides. Pendant ce temps, certains Africains n'ont pas hésité à se faire des fortunes en se cachant derrière toutes ces idéologies importées par eux pour les besoins de la cause. 50 ans de soutien inconditionnel aux deux grands blocs idéologiques du monde, mais aussi 50 ans de lèche-bottes pour ramasser les miettes d'une société qui continue à piller l'Afrique avec l'aide des Africains eux-mêmes jusqu'à quand? Vous avez pratiquement vécu ces 50 ans d'indépendance. J'aimerais maintenant vous laisser le temps de nous dire un peu par rapport à ce que vous écrivez. Quel bilan? Évidemment, à le lire, il est vraiment lugubre, il est chaotique, il est honteux. Et racontez-nous un peu les bilans, ils se présentent comment historiquement? Qu'est-ce qui vous pousse à dire tout ça? Je pense qu'il ne faut pas être magicien ni un grand intellectuel pour comprendre le gâchis des 50 ans, pour comprendre la situation dans laquelle les pays africains se trouvent aujourd'hui. Un héritage du passé. Tout le monde le voit, nous le vivons au quotidien. Et le système sanitaire, le système éducatif, les transports aériens, le transport terrestre, le transport maritime, fluviaux, ferroviaire, et tout ça est en déconfiture. Même le peu d'infrastructures que les colons ont laissé n'a pas été entretenu, n'a pas été amélioré, et dans beaucoup d'endroits, ce patrimoine a même disparu. Donc le chaos et le gâchis et vraiment le désordre dans lequel se trouve l'Afrique aujourd'hui, pour les constater, il suffit d'ouvrir les yeux et même, ce n'est même pas nécessaire de les ouvrir grandement parce que nous baignons dans ce marasme-là, qui est un héritage de 50 ans d'indépendance. Donc, ce que j'ai écrit là, n'importe qui peut le dire, peut-être pas avec les mêmes mots, mais n'importe qui peut le dire, au moins ceux qui ont la capacité de le dire, ils peuvent le dire et peut-être même le dire mieux que moi. Et c'est ça, ce n'est un secret pour personne. Mais vous êtes auteur de ce livre, je pense bien que pour l'avoir dit, vous avez fait des analyses et compris peut-être ce qui a occasionné toute cette situation. Comment est-ce que nous sommes donc arrivés, après 50 ans de dépendance, à rester dans une situation de misère? Qu'est-ce qui a occasionné tout cela en Afrique? Voilà. Et une des explications, je ne dis pas que c'est l'unique, et c'est dans le livre, j'y reviens, et spécialement dans le chapitre sur les apôtres, les disciples de Néron, les dirigeants africains se sont mis tout de suite derrière des blocs. Et essentiellement, on ne sait pas pourquoi, ils sont allés chercher des conseillers à Moscou et à Pékin. C'est d'ailleurs le premier chapitre du livre. Et des systèmes marxistes, léninistes se sont montés sur le continent africain. Ceux qui ont résisté à ce bloc-là ont été happés par le bloc capitaliste. Et puisqu'ils étaient attirés par le modèle chinois, et le communautarisme et le collectivisme, ils ont cru, et je pense qu'ils étaient de bonne foi au départ, que ça allait vraiment faire booster l'Afrique et faire avancer l'Afrique. Mais parmi eux, il y a ceux qui ne se sont pas alignés derrière ces deux blocs. Il y a ceux qui ont été pratiquement dans le rang de non-alignés. Le non-aligné, pour moi, c'est un leurre idéologique et scientifique. En réalité, je mets au défi quelqu'un qui peut me prouver par A plus B qu'il y a un pays africain qui était non aligné. Ils l'ont déclaré à Bandung. Mais est-ce qu'ils étaient réellement non alignés? Ils se sont retrouvés derrière l'un ou l'autre bloc. Sinon, ils ne pouvaient pas survivre. Pour survivre à cette époque-là, comme dirigeant africain, il fallait être derrière le bloc capitaliste ou le bloc communiste et socialiste. Absolument. Ceux qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas non alignés, ils l'ont dit, mais en réalité, leurs capitaux et leur développement étaient soutenus par l'un ou l'autre bloc. Et évidemment, il y a des pays comme la Tanzanie qui ont dit qu'ils étaient non alignés, mais en réalité, ils se sont retrouvés dans le bloc socialiste et communiste. Et donc, le non-alignement était déclaré, mais dans les faits, il n'y a pas de pays en Afrique qui a développé dans le quotidien la philosophie du non-alignement. Est-ce qu'on peut résumer comme ça que finalement ce n'est que ces alignements ici et là qui ont occasionné cette chute régionale de l'Afrique après les indépendances? Oui, le système en partie unique, je pense, comme je disais, c'est une des explications.
Le système à parti unique a régné partout en Afrique. Et il s'est constitué autour du guide éclairé, du timonier, du dictateur, oui, et une clique, un club, qui pour survivre devait se soutenir les uns les autres. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. En laissant tomber le grand chef, toute la bande devait absolument disparaître. Alors ils se sont soutenus les uns les autres. Et ça amène avec eux la corruption, l'enrichissement rapide et illicite, le détournement des deniers publics, la dictature avec tous ses attributs, la brimade, la suppression des droits fondamentaux de la personne humaine et évidemment les droits à l'exception, à l'expression je veux dire, le droit à la vie tout court, par les tortures et les assassinats de tous ordres. Et ça, toute l'Afrique en a souffert. Mais déjà en 1990, le parti unique est tombé déjà dans presque plusieurs pays africains avec la venue de la démocratie qui a été imposée aux dirigeants africains. La plupart ont eu à libéraliser le système de parti avec le pluripartisme. Est-ce que ce n'était pas déjà comme ça un regain d'espoir pour les 20 dernières années qui restaient de 1990 là? Avec la chute du mur de Berlin en 89, il y a un souffle qui est venu essentiellement de la Russie et d'autres pays de l'ancien bloc de l'URSS. Ce qu'on appelle en termes très ordinaires la perestroïka, qui a amené un souffle prometteur. Les dictatures africaines, ou disons mieux les dictateurs africains, sentant le vent venir, ils ne pouvaient pas y résister. Donc ils ont été poussés par l'histoire à lâcher plus ou moins, ne serait-ce que dans le discours. Il y en a qui ont compris, d'autres ont voulu s'accrocher au pouvoir, ils en ont subi évidemment le contre-coup. Il y en a qui ont résisté, qui ont tenté de résister en prolongeant la démocratisation de leur pays, mais comme le dit l'histoire, ils ont été balayés. Ils ont été balayés un à un. Et il s'est ouvert des conférences nationales, de dialogue, de concertation, ça dépendait de pays à l'autre, mais aussi des classes politiques, pour lancer les pays africains sur la voie de la démocratisation. Il y avait un courant qui tirait vers l'avant et un autre qui tirait vers l'arrière. Dans certains pays, les progressistes ils ont pu gagner, ils ont pu organiser des élections, vaille que vaille, qui ont abouti à des dirigeants issus des urnes. Dans d'autres, c'était des élections dont on connaissait d'avance les résultats. Et dans beaucoup d'autres, on attend encore cette période où on pourra organiser des élections, ne serait-ce qu'un semblant d'élection. Voilà l'Afrique aujourd'hui. Voilà l'Afrique aujourd'hui. Pouvoir et espoir en Afrique, 50 ans d'indépendance et après, c'est vrai que c'est une réflexion que vous faites sur le cinquantenaire d'indépendance de pays africains, mais aussi, avant tout, vous êtes vous Congolais et vous vivez dans un pays qui est la République démocratique du Congo. Je pense bien que vous avez aussi un bilan propre à ces pays à présenter. Quel est le bilan que vous faites, vous, auteur de cette publication intéressante de la République démocratique du Congo, 50 ans après, je dirais même 52 ans après? Voilà, 50 ans après, le Congo n'a pas échappé à ce qui est arrivé à l'Afrique. Le Congo, depuis 60, a suivi les mêmes péripéties que les autres pays africains. Les dirigeants africains ont suscité, tout au début là, l'enthousiasme de tous les Congolais, et ensuite des Zaïrois, et puis des Congolais de nouveau. Mais tout de suite, les dirigeants se sont mis, comme tout le monde, à imiter le système à parti unique, à créer des systèmes ONI, ce qu'on pourrait appeler aussi aujourd'hui des républiques bananières, avec la corruption, les assassinats, les brimades, la négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Le népotisme. Le népotisme, le tribalisme et surtout le culte de la personne. Ça, c'est les attributs des républiques bananières. Eh bien, le Congo n'y a pas échappé. Et aujourd'hui, je pense que si on est sincère, on doit reconnaître qu'on a du peine à en sortir et nous espérons et nous pensons
il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous écrivez, l'espoir. Frère Masumbuko, à la page 39 de cette publication, de cet ouvrage, intitulé Qui accuses-tu? C'est le 3e chapitre. Et là, vous citez l'abbé Fulbert Youlou, prêtre catholique et ancien président de la République du Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça une question qui me vient à l'esprit à l'instant pour vous poser à vous. 50 ans de chaos, 50 ans de désolation. Qui accusez-vous après tout ça? À prime abord, et comme tout le monde, on accuse l'Occident. Ça, c'est le raccourci. Ça, c'est la réponse la plus facile. Oui. Mais cette réponse n'apporte rien à la situation de l'Afrique et ne résout pas le problème de l'Afrique. C'est vrai, il fallait s'aligner derrière le bloc communiste, derrière le bloc capitaliste pour survivre en Afrique. Mais 50 ans après, peut-on continuer à répéter le même slogan et à accuser l'Occident comme étant la seule source de nos malheurs? Ils ont leur part de responsabilité. Nous avons la nôtre. Nous devons reconnaître la nôtre parce que nous ne pouvons pas réfléchir et faire l'examen de conscience à leur place. Nous faisons notre propre examen de conscience. Parce que, comme je le dis dans le livre, qui sont les Moulélé aujourd'hui? Qui sont les Moïse Tombé actuels? C'est qui? Parce que les Belges n'ont pas réalisé la sécession katangaise en 60 sans des personnes, sans des Congolais. Et non plus toutes les rébellions qui ont essaimé le Congo. Qui sont ces personnes-là aujourd'hui que les Blancs utilisent et continueront peut-être à utiliser pour piller, pour tuer, pour semer la désolation en République démocratique du Congo? Et c'est là que nous devons faire l'examen de conscience. Les Blancs, d'accord, mais les Blancs seuls, ils ne pourront rien. Donc, c'est là que j'interpelle, je pense, les Congolais, en premier lieu les intellectuels congolais, qui ont la responsabilité d'éclairer le peuple sur notre propre responsabilité dans le malheur que nous avons connu, mais que nous continuons à perpétrer aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, nous laissons un Congo exsangue et dont nos fils et nos petits-fils auront honte. Quel rôle attendez-vous de l'intellectuel congolais aujourd'hui? L'intellectuel congolais, comme je l'ai dit, ils ont aidé les dictatures ou la dictature congolaise à se monter. C'est eux qui l'ont monté. Vous citez même leur nom dans ce livre. Absolument. Et ils devront absolument, parce qu'ils en ont les moyens, ils en ont les capacités, ils savent comment le monde fonctionne, ils devront absolument aider les Congolais à démonter les dictatures qu'ils ont montées en Afrique et spécialement dans notre pays. Parce que les systèmes à parti unique ne se sont pas montés sans eux. Personne ne démontera ce système à parti unique sans eux. Même si aujourd'hui on parle de, je ne sais pas, 400, 600 partis politiques, je ne sais pas combien il y en a exactement, la comptabilité doit être faite par le ministère de l'Intérieur, combien de partis politiques il y en a, eh bien, ce n'est pas ça, ce n'est pas le nombre de partis politiques qui indique qu'un régime est démocratique. C'est la capacité de son peuple à se prendre en charge. Oui. C'est tous les plans. Parce que, comme je le dis dans le livre, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Les Africains ont eu et auront les dirigeants qui vont mériter. Si jamais les élections étaient bien organisées. Mais qui organise les élections? La commission a reçu la mission. Mais qui doit faire pression sur la commission nationale électorale pour que ces organisations, ces élections soient bien organisées? C'est le peuple. Oui, parce que tout le monde reçoit le mandat du peuple. Et si le peuple est convaincu que ces élections ne sont pas bien organisées, le peuple doit le manifester d'une façon ou d'une autre. Et c'est là les intellectuels, le rôle des intellectuels, pour aider le peuple à revendiquer dans l'ordre et dans la discipline. C'est là où je me retrouvé ici, parce que je l'ai mentionné quelque part. Oui. Vous critiquez le peuple africain, et je pense bien que les Congolais s'y retrouvent ici dans votre argumentaire. Oui. Vous dites que l'Africain aime la vie et s'y attache bec et ongle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il ne puisse pas des fois revendiquer. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous reprochez, vous, aux Congolais qui, eux, deviennent un peu comme ça, peu heureux, ne veulent pas revendiquer leurs droits, ils se disent, ils n'ont que faire, parce que si jamais ils osaient, c'est la mort qui est à la porte. Et comme ça, vous dites, non, mais les Africains sont tellement peureux, ils s'attachent tellement bec et ongle à la vie. Est-ce un défaut pour un peuple de pouvoir, comme ça, demain, avoir une révolution? S'attacher à la vie, c'est une valeur. Oui. C'est une valeur absolument, ce n'est pas ça le reproche. Le reproche, c'est, comment dirais-je,
Ce n'est même pas un reproche. On nous a appris, et nous avons gobé ça pendant 30 ans, pendant 40 ans, que le chef était intouchable, que le chef était inattaquable, et à la manière des chefs de village. Et alors, toute atteinte à la personne du chef était mal vue et encore mal vue. Nous avons intériorisé ça. Il faut du temps pour que ce réflexe-là parte de nos manières, de nos réflexes. Et le fait de s'attacher à la vie, ce n'est pas que on s'y attache parce que la vie est de qualité, mais tout simplement c'est une vie. Elle peut être une vie médiocre, une vie dégradée, mais c'est quand même une vie. Alors que, selon la philosophie africaine, la vie doit être pleine pour qu'on l'appelle vie. Et on devrait s'attacher à celle-là. Et pour qu'elle soit pleine, on doit y travailler. La communauté et les individus doivent travailler pour que cette vie soit réellement pleine. Avec tout ce que cela comporte comme, comment dirais-je, attribut d'une vie pleine. Hein? On doit pouvoir, dans une société moderne, on doit pouvoir se faire soigner quand on est malade, on doit pouvoir faire éduquer ses enfants, les envoyer à l'école, on doit pouvoir se loger décemment, on doit pouvoir se déplacer convenablement et décemment. C'est ça les attributs de la vie moderne, pleine aujourd'hui. Oui, vous ne fustigez pas que les intellectuels, ni le peuple peureux, mais vous aussi, vous fustigez aussi ces églises qui pullulent aujourd'hui en Afrique. Oui. Mais je comprends, je me dis, mais vous êtes aussi, vous, homme de Dieu. Quel regard portez-vous aujourd'hui à ces églises que vous reprochez, vous qui êtes aussi dans ces églises? Voilà. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas, vous ne vous reprochez pas vous-même, que vous n'assumez pas votre rôle, par exemple, de réveiller la population, de pouvoir sensibiliser la population à l'éveil patriotique et tout ça? Voilà. Une petite nuance, je ne suis pas dans l'église, je suis dans l'église. Je suis membre de l'église, pas des églises. C'est une nuance détail. Alors, on ne va pas entrer dans les polémiques de église au pluriel et église au singulier. Mais moi, je suis dans l'église. D'accord. Et je suis théologien de formation. Oui. Et donc, quand je dis que ces églises-là, appelons-les églises, je n'ai rien contre qui que ce soit. Dans le livre, vous dites de secte. Parce que, oui, bon, je ne voulais pas dire le mot, vous l'avez prononcé. La Constitution garantit la liberté d'expression et la liberté de religion. On est libre d'exprimer sa foi, seul ou en public, ou en groupe. Alors, et à cela, les églises qui pullulent en Afrique, et ici chez nous, et pour moi, si elles voulaient vraiment aider leurs fidèles, devraient, au lieu de les endormir et de leur prêcher à longueur de journée des théories qui ne les poussent pas à travailler, qui ne les poussent pas à se libérer de toutes ces forces mortifères, eh bien, pour moi, elles répondent exactement à l'explication de ce qu'on appelait dans le temps, eh bien, dans la philosophie léniniste et communiste, que la religion est l'opium du peuple, dans ce sens qu'elle endort. Elle endort. Vous êtes malade, au lieu que vous alliez vous faire soigner, on vous dit non, il suffit de prier. C'est bien, vous allez prier, je n'ai rien contre ça. Mais la prière, sans les soins, nous sommes dans une société moderne. Et notre corps est biologique, il n'est pas que spirituel. Et donc, il faut que nos populations comprennent que pour que l'environnement soit amélioré, il n'y a que eux qui vont le faire. Ce n'est pas en passant une nuit en prière que les moustiques vont disparaître de l'environnement. Qu'à la fin de la prière, vous allez trouver le pondou et l'impioni dans votre casserole à la maison. Il faut sortir et aller travailler. Et ça, vous ne pouvez le gagner qu'à la sueur de votre front. Tout en remerciant le bon Dieu de vous donner chaque jour la force d'aller travailler. D'accord. Vous citez dans cet ouvrage René Dumont, oui, qui autrefois a écrit L'Afrique noire est mal partie, et puis il y a une publication qui a suivi, L'Afrique étranglée. Êtes-vous du même avis que l'auteur quand il dit que l'Afrique est étranglée? Est-ce que l'Afrique est toujours étranglée jusqu'à ce jour? Lorsque René Dumont a dit que l'Afrique était mal partie, il y a très peu de gens qui ont fait attention à ça. Était mal partie parce qu'ils voyaient dans les débuts des indépendances africaines les germes de la déconfiture, les germes du sous-développement, mais aussi de la déliquescence des États africains. Lorsqu'il écrit l'Afrique étranglée, des années plus tard, il se rend compte effectivement
que les grandes puissances occidentales n'ont pas réellement libéré l'Afrique, mais par des mécanismes de retour, ce qu'on appelle à terme barbare le néocolonialisme, ont continué à faire main basse sur l'Afrique. Et de sorte que l'Afrique produit, mais ne peut pas fixer le prix de ses matières premières et ne peut pas jouir du résultat et du fruit de ces matières premières. Et c'est ça que, en fait, on appelle l'étranglement aujourd'hui. Bon, maintenant, on appelle ça globalisation. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'elle amène dans cette globalisation ou dans la mondialisation? En réalité, on dit oui, c'est la mondialisation, c'est-à-dire nous venons, nous prenons chez vous, nous allons transformer, nous venons vous vendre les produits finis au prix que nous avons fixé, après avoir acheté vos matières premières au prix que ces puissances ont fixé aussi. Et c'est ça, l'étranglement de l'Afrique. Serez-vous afro-pessimiste? Je ne suis pas afro-pessimiste. Si j'étais afro-pessimiste, je n'aurais pas écrit ce livre. Et je pense que la lueur d'espoir, parce que je vois qu'il y a des jeunes intellectuels africains et congolais aujourd'hui qui ont décidé de rompre avec les cercles vicieux du sous-développement, de la corruption et même, je dirais, du débauchage politique ou du clientélisme politique. Et qui, je pense, et je suis convaincu, vont donner une autre image à l'Afrique dans les 50 prochaines années. C'est bien la dernière question que je voulais vous poser parce que le titre est pouvoir, mais pas seulement pouvoir, et espoir. Et donc je vous laisse 30 secondes comme ça pour nous parler de ces espoirs que l'on peut attendre de cette Afrique qui se réveille petit à petit. Oui, les espoirs sont au pluriel des peuples africains. C'est qu'aujourd'hui, réellement, il suffit de lire, mais aussi d'ouvrir l'œil. Il y a des Africains qui ont décidé qu'en 2060, ce sera différent de 2010. Merci beaucoup, frère Masumbuko, d'avoir accepté notre invitation. Si on peut retrouver l'ouvrage, où peut-on le retrouver donc? Eh bien, mon numéro de contact, c'est 099 99 071 78 et 099 99 071 78. D'accord. Et on peut se procurer ce livre soit directement en contactant l'auteur ou bien à l'économie diocésain à la 2e rue, quartier industriel à l'Unité. Merci beaucoup, frère Masumbuko Munungi. Je rappelle que nous vous recevons sur ce plateau pour votre publication intitulée Pouvoir et espoir en Afrique, 50 ans de dépendance et après. C'est un questionnement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir été très attentionnés, d'avoir suivi cette émission de bout en bout. Et donc, ça n'est fini pour ce soir. La rediffusion de cette émission, vous l'aurez demain, vendredi, à 6h et à 11h15, et même le dimanche. Et pour retrouver ou se procurer cet ouvrage, l'auteur a indiqué les points de vente. Son numéro est là. Si vous n'avez pas saisi son numéro, contactez-nous au numéro affiché au bas de vos petits écrans ou écrivez-nous notre adresse email. Nous vous passerons ses coordonnées ou soit dirigez-vous si vite à l'économie du peuple et vous aurez donc cette publication, ce magnifique ouvrage, un essai intitulé Pouvoir et espoir en Afrique. Ça n'est donc fini ici. Nous nous retrouvons la prochaine fois avec un autre invité. Qui sait si c'est un auteur, écrivain, essayiste ou dramaturge. Merci beaucoup et donc portez-vous bien. Bonne lecture. Yo, mbote na yo moto zana boyebi yango na ye po yo kabelanga